Hier, nous sommes arrêtés sur le premier système de grille qu'on devait utiliser pour le mobile, en rappelant bien évidemment que nous sommes toujours sur la combinaison entre le responsive design et les médias query. Donc, l'objectif, c'était de faire quoi? C'était d'essayer de construire un style de base qu'on pourra appeler en fait pour faire le responsive, pour gérer le responsive sur une page web. Donc, nous avons bien con- construit, construit notre premier système de grille qui devait être adapté ici là pour le mobile. Et nous avons pris sur 6 avec 6 unités. Donc, on a construit une grille de 6 unités qui va être utilisée pour le mobile. Donc, il était question maintenant de reproduire la même chose, donc c'est-à-dire construire une autre grille pour les grands appareils. Donc, en se basant sur une grille de 14 unités, comme on avait dit au début. Donc, c'est ça que nous allons construire et on va terminer par la dernière partie sur les médias fluides. Donc, tout d'abord, comme on l'a dit tantôt, notre système de grille sur les grands écrans. Ah, d'accord, ça c'est une erreur. Merci. Ok. Voilà, on va construire maintenant notre système sur 14 unités. C'est la même chose. On va juste utiliser maintenant par 14 plutôt. Et on va construire 14 colonnes. J'espère que c'est clair pour vous. Mais la nuance maintenant, c'est qu'on va utiliser ici là les médias query pour exiger que ça va s'appliquer uniquement pour pour certaines dimensions en fait. Parce qu'avec pour les 6 unités, on n'a pas eu besoin de préciser dans les médias query. Mais maintenant, puisque nous sommes en train de combiner médias query et système de grille, il faudrait maintenant que pour les grands écrans, on puisse préciser en fait que ça va s'appliquer uniquement pour les écrans qui ont une certaine dimension. Donc la première chose à faire, c'est de quoi? C'est de faire appel d'abord au média query. On va faire arrobas média et on va préciser le média qu'on veut cibler, les écrans. Les écrans dont la taille minimum sera de 720 pixels. Puisque pour le mobile, on sait que ça va à partir de 0 jusqu'à 720, on va considérer que nous sommes sur mobile. Et à partir de 720 en montant, on va considérer que nous sommes sur les grands écrans. Donc on va sélectionner les médias, screen and min width, donc la taille minimale. Donc la taille minimale de l'écran doit être de combien? 720. Donc on va prendre les min width de 720. 720 pixels. Et là, on pourra définir tout. On pourra construire là notre système de grille. Sachant que à partir de 720, nous sommes sur les grands écrans et on va appliquer cela. Donc c'est le même principe. Mais là, on va les appeler maintenant avec le LS call, par exemple. Donc la nomenclature sera maintenant LS. Donc, puisque ce sont des classes, on va mettre d'abord le point. On va faire LS. LS tout simplement pour dire large screen. On va faire le LS-colonne tiret, on va préciser à chaque fois le numéro, le nombre de colonnes que nous sommes en train de coder. Là, par exemple, si on part premièrement sur une colonne de une unité, on aura ceci. Donc, on aura call. On aura ls call 1. On va styler. Qu'est-ce que ls call 1 va faire? Tout simplement calculer faire le même calcul qu'ici. On va calculer le pourcentage qu'une colonne va faire pour un système de grille sur 14 unités. Combien va représenter une unité? C'est ça qu'on veut faire. C'est très simple. C'est une, oui, c'est une nomenclature tout juste, comme j'ai dit. Oui, c'est nous qui décidons, puisqu'on veut juste respecter un peu une certaine nomenclature. C'est nous qui décidons. Quand on dit LS, c'est large screen. En fait, c'est une abréviation. C'est un peu comme les noms que vous donnez à vos classes. Vous donnez des noms qui vont parler, en fait. Comme on avait dit X, S.
pour small screen. XS c'est extra small screen. C'est juste une nomenclature que nous prenons en fait. Puisque d'autres personnes ont déjà pris ça, donc nous on utilise directement ça. Donc au niveau du calcul de l'âge, qu'est-ce qu'on va faire? Également, puisqu'on quitte sur le 100% du parent, on quitte toujours de 100% du parent. Donc on va tout prendre 100%. Mais cette fois-ci, on va diviser par la cible qui sera quoi? 14 unités. Donc on va diviser par 14. Et puisque nous sommes à la première colonne, on multiplie par 1 pour dire qu'à 1, il prend une seule colonne. Il va prendre tout juste 100 divisé par 14, moins les 2% des marges gauche et droite. Est-ce que c'est clair? Là, donc c'est la même chose. On va répéter juste le processus jusqu'à la fin. On va faire là, je vais juste faire une duplication. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, je duplique cela 14 fois. Je viens tout simplement à chaque fois multiplier. Donc, pour prendre deux colonnes sur les 14, qu'est-ce que je fais? Exactement. Je vais juste multiplier par 2 ici. On multiplie tout simplement par 2. Même chose, si on veut prendre 3 colonnes sur les 14, on va multiplier là par 3 pour le col. À chaque fois, il faut préciser à chaque fois. Donc, si on veut prendre 2 colonnes, on multiplie par 2. Si on veut prendre, on va avoir le col 3. Donc, ls col 3, on multiplie également par 3. Si on va voir le col 4, on va multiplier également le résultat du calcul par 4. Si on veut avoir col 5, on va multiplier également le résultat du calcul par 5. Si on veut avoir également le col 6, on va multiplier par 6. Si on veut avoir le col 7, on va multiplier également par 7. Ainsi de suite. Col 8, on multiplie également par 8. Col 9, on multiplie également par 9. Donc ça prend 9 colonnes sur les 14. Col 10, nous sommes en train de prendre 10 colonnes, on multiplie par 10. On va prendre 10 colonnes sur les 14. Et col 11, on multiplie par 11 pour prendre 11 colonnes. Col 12, on multiplie également par 12 pour prendre les 12 colonnes. Col 13, on multiplie par 13 également ici, le résultat, pour prendre les 13 colonnes. Et col 14, pour terminer, on multiplie par 14 et ça va prendre donc toute la largeur du parent. Sachant que c'est 1280 divisé par 14, il faut 14. Donc, du coup, on se retrouvera toujours à 1220. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc là, si j'enregistre, on peut aller regarder déjà notre page pour voir comment ça se présente. Bon, là, la page est encore vide, nous n'avons rien représenté. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va maintenant essayer de construire une page en sachant qu'on a déjà un style qui a déjà été défini. Donc, on va juste faire appel à nos différentes classes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ensuite de baliser notre HTML de la manière suivante. Donc, puisque nous sommes toujours dans notre HTML, on revient dans notre HTML. On sait que notre conteneur était stylé par un wrapper. Donc, dans les frameworks, ils appellent souvent ça les conteneurs. Bon, moi, j'ai appelé ça wrapper tout simplement. Pour dire que il enveloppe en fait toute la page. Vous pouvez appeler conteneur comme le font les frameworks. Alors, une fois que je l'ai fait, premièrement, qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, ça dépend de vous. Je peux décider d'utiliser une classe. Oui, forcément, le plus souvent, on utilise les classes. C'est juste que, bon, au début, commencer avec, on avait copié le code, même pas modifié. Forcément, on utilise toujours les. Bon, je vais même modifier pour dire conteneur, pour dire que c'est un conteneur.
Parce que dans une page, on a toujours besoin de plusieurs conteneurs. Donc, du coup, c'est toujours important d'utiliser cela. Et je vous ai expliqué un peu comment ça fonctionne hier. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir besoin de plusieurs rangées dans notre page. Et comme vous pouvez le savoir, le style que nous sommes en train de faire, c'est pour pouvoir essayer de faire plusieurs rangées. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir faire une rangée, sachant que c'est une rangée, on a un nombre de colonnes, on va tout simplement d'abord appeler notre conteneur avant d'appeler à chaque fois les colonnes, puisque les colonnes sont dans une rangée, dans une ligne en fait. Donc, considérons par exemple que nous voulons créer, euh, bon, je vais prendre un exemple très simple. Je vais créer par exemple, à partir de mon CSS, je vais essayer de créer une page qui a peut-être deux articles de bloc. Maintenant, là, je vais essayer de respecter un peu la sémantique. Parce que là, depuis l'autre jour, vous avez le problème de sémantique. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que c'est que la sémantique. Bon, on va essayer de respecter la sémantique. Donc, je vais créer mes deux articles. Qu'est-ce que je vais donc faire? Pour créer les articles, on va respecter la sémantique de HTML5. On va utiliser la balise article. Donc, la première chose que je fais, c'est que j'appelle ma balise article. Alors, je vais créer une balise. Je veux ici là que ma page ait deux articles. Et j'aimerais que ces articles-là prennent, ça s'affiche en fait sur la même ligne en fait. Donc, il va y avoir deux blocs d'articles sur la même ligne. Qu'est-ce que je dois donc faire, sachant que j'ai déjà défini les différents styles? Donc, l'objectif, c'est quoi? Oui, essayons de dessiner ce qu'on veut faire tout d'abord, pour ne pas aller dans le vide. Alors, mon objectif, c'est que pour les écrans, sur les grands écrans, qu'est-ce qu'on a? On a là, je considère que voilà mon conteneur. Alors, dans le conteneur, je veux qu'on ait par exemple là un article, par notre premier article, qui va prendre, je vais dire par exemple, trois colonnes. Juste un exemple, ça peut prendre six colonnes. Après l'article, qu'est-ce que j'ai? Après l'article, je vais avoir par exemple un aside qui va prendre un certain nombre de colonnes également. Et ensuite, il va encore avoir un article. Alors, le construit sera très facile. Très facile, pourquoi? Parce que nous avons déjà défini notre système de grilles. Si on n'avait pas défini un système de grilles, on devait être obligé aller chercher à utiliser soit les roues, ainsi de suite. Soit utiliser par exemple les displays pour essayer de positionner. Mais là, nous avons déjà construit un système de grilles. Vous voyez que c'est très facile de le construire, sachant qu'on a déjà un système de grilles qui a été défini en utilisant le responsive design. Parce que là, par exemple, je veux maintenant que lorsque on sera sur mobile, je veux un seul article ici. Sur mobile, je suppose que voici mon téléphone. J'aimerais avoir un seul article. Sur mobile, je veux qu'on ait un seul article. Qu'on ait le aside, par exemple, là. Bon, le aside sera plus petit, hein. J'aimerais qu'on ait le aside et qu'on ait, par exemple, d'autres éléments en bas, donc on va avoir d'autres articles. Tout comme sur le premier, on pouvait avoir d'autres articles en bas, sur d'autres rangées, en fait. J'espère que vous comprenez d'où on veut aller, en fait. Ok, pour ce faire, on a déjà déclaré notre conteneur. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est de construire nos articles. Donc, je veux par exemple deux articles uniquement. Je construis d'abord le premier article. Donc, il fait juste un article, la balise article. Donc, il va utiliser un raccourci pour générer directement le code. Qu'est-ce que j'aurai comme classe? Puisque je veux créer dans ma article, fait quoi? Ça crée déjà ma ligne, ma rangée. Si vous rappelez, j'ai call. Call va permettre de faire quoi? De créer déjà la rangée. Puisqu'on a stylisé là, le call permettre de créer une rangée. Il va définir les marges, les marges. Donc, le call va déjà me permettre de créer ma rangée. Une fois que j'ai créé ma rangée, qu'est-ce que je veux? J'ajoute un autre style. Le style pour le téléphone. Qu'est-ce que je veux? Je veux que sur le téléphone, mon article prenne 4 colonnes sur 6. Je vous ai dit que sur le téléphone, je veux 2 colonnes uniquement. Donc, si je veux 2 colonnes, il faut que je prenne peut-être 4 colonnes sur 6 sur mon téléphone. Donc, du coup, je fais appel à ma classe call
il fait appel ici à la classe call. Bon, je sais XS. Donc, il a fait appel à call pour permettre d'utiliser les rangées. Et il appelle maintenant la classe XS call 4 pour dire que sur mobile, prends plutôt 4 colonnes. Donc, ils sont en train de dire à mon article que sur le mobile, tu vas prendre 4 colonnes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe maintenant sur les grands écrans? Donc, à partir de 720 à montant, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre la largeur LS col 4. Alors, vous constatez très bien que le col 4, le XS col 4 et le LS col 4 sont bien évidemment différents au niveau de la largeur. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Quelle classe? La dernière classe qu'on va ajouter, c'est le Hasgooter, juste pour mettre la marge sur notre article. Marge gauche et marge droite, vous vous rappelez très bien. Là, je valide ça. Vous voyez très bien que j'ai ma classe pour définir d'abord ma colonne, comme nous avons défini hier, qui faisait col. Tout simplement, il définissait une bordure. Donc, parce qu'on veut, c'est juste pour voir en fait. Normalement, on va définir juste les margins et les paddings pour essayer de faire les espacements. C'était juste pour voir. Donc, j'ai défini pour déclarer à ma colonne. Sur mobile, j'ai dit que ça va prendre 4 colonnes, comme nous avons défini dans le responsive. Et sur le grand écran, ça va prendre 4 colonnes également, comme nous avons défini dans le CSS. Bien évidemment que le XS call 4 est différent du XS call 4, parce que ici, là, c'est 6 unités, 4 de 6 unités. Or, ici, là, c'est 4 de 14 unités. Alors là, j'ai créé ma colonne, mon article. Et mon article peut avoir quoi? Il peut avoir un titre. Donc, il peut définir là un titre. Et dans mon titre, qu'est-ce que je peux mettre dans mon titre? Bon, je peux dire article 1. Et il a un paragraphe, bien évidemment. Donc, il peut mettre mon paragraphe avec P. Utiliser juste les lorem. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà construit mon article. Je peux aller regarder pour voir ce qui se passe déjà. Vous voyez, mon article a été construit. Vous voyez qu'il prend évidemment combien? Il prend 4 colonnes sur, sur 12 de mon conteneur. Là, c'est mon conteneur. Là, c'est la taille que j'ai définie. Alors, si vous regardez très bien, là, nous avons défini une taille de 1224, si je me rappelle bien. Mais je peux modifier cette taille-ci, si je veux. C'était juste un exemple dans le responsif. 14 ou? Oui, j'ai dit ceci, il prend 4 unités sur 14. C'est notre conteneur. Ah, d'accord, c'est sur 14. Ouf. J'oublie parce que d'autres frameworks prennent sur 12. Donc, j'ai juste que c'est resté dans la tête, quoi. Donc, je peux prendre, si je peux venir ici, là, je prends plutôt 100%. C'est moi qui décide, en fait. Vous voyez ce qui se passe? Il prend 100%. Et vous allez voir dans les frameworks, ils ont deux styles de conteneurs. Qu'est-ce qu'on appelle les conteneurs fluides? Conteneur fluide pour dire quoi? On veut que ça prenne toute la largeur qui est 100%. Et maintenant, d'autres vont prendre les conteneurs tout simplement. Ils vont peut-être mettre le conteneur tout simplement. Qui va faire quoi? Qui va définir peut-être les marges. Ou bien qui va modifier le pourcentage peut-être à 90 pour laisser un certain nombre de marges sur le contenu. Vous voyez un peu? En fait, c'est pour vous montrer que le contenu coloré, là, c'est notre contenu que nous avons défini. Donc, il peut toujours mettre à 100%. Et ça marche toujours. Alors, si on passe une version mobile, vous verrez très bien qu'il y a également un changement. Alors, regardez, nous essayons de modifier là. Vous voyez ce qui se passe? Il ne prend pas toute la largeur, il prend comme on l'a dit de faire. Donc, dès que là, lorsque vous faites
Lorsque vous êtes sur la page, pour pouvoir voir les dimensions, pour pouvoir voir le responsif avec les dimensions, vous faites un clic droit dans la page, inspecter, et vous allez à ce niveau de la base, si cliquez sur le petit écran de l'ordinateur avec le téléphone ici. Vous vous rappelez très bien, je vous avais montré cela au premier chapitre. Donc c'est ici là que vous allez cliquer. Donc c'est pour activer en fait ou désactiver la barre d'utile de l'appareil. Et il y a le raccourci c'est CTRL SHIFT M. Vous faites directement CTRL SHIFT M, vous arrivez là. Ok, donc on va donc continuer avec notre deuxième colonne. Donc, on va essayer de construire notre deuxième colonne. C'est la même chose. La deuxième colonne sera constituée de quoi donc? Je vais juste dupliquer pour gagner en temps. On duplique. Mais maintenant, au niveau des colonnes, qu'est-ce qu'on a? Puisque on a juste 6 sur le téléphone, donc forcément le deuxième aura 2. Si on met 4 encore également, ça va dépasser, il y aura un dépassement. Et maintenant, au niveau du LS, qu'est-ce qu'on a? Bon, le deuxième article, on peut prendre le col SS. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'on veut faire une aside à côté, donc du coup, j'ai oublié quelque chose. On voulait faire une aside, donc celui-ci c'est une aside. Donc, on met d'abord notre aside. Désolé, j'ai oublié. Ok, là nous avons notre article. Après notre article, on veut faire un aside, un contenu complémentaire à côté là. On va utiliser la balise aside pour respecter, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, pour essayer de respecter ici là les règles du HTML5 pour la sémantique. Je crée mon aside. Alors, je veux que mon aside soit également une colonne. Et j'avais défini un style pour le call aside. Donc, j'ai fait juste appel à point call aside. Si vous vous rappelez très bien, on avait défini un call aside. Alors, à côté du call aside, j'ai défini quelle est la taille qu'il va prendre sur le mobile et quelle est la taille qu'il va prendre sur le téléphone. Pour la taille du mobile, il va prendre 2, comme j'ai dit tout à l'heure. Je fais juste un XS-call-2. Il va prendre 2 colonnes sur le mobile. Il va prendre 4 colonnes sur les grands écrans. Donc, pour les grands écrans, même chose, on appelle notre classe ls-call 4. Donc, j'ai call aside qui appelle le call aside. C'était très simple là. Qu'est-ce qu'on faisait juste là, le call aside? On définissait juste une bordure également, puisque ce n'était pas le call. Après avoir choisi le nombre de colonnes sur le téléphone, on choisit le nombre de colonnes sur les grands écrans autant pour moi. Et on donne les marges, le hasgood, sans oublier toujours les marges. Notre hasgood qui va définir les différentes marges. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, on va juste mettre un titre pour dire que c'est un site. Et ensuite, on met juste un petit paragraphe, quoi. Bon, on peut mettre un paragraphe avec 2 lignes. Alors, si on met un paragraphe avec 2 lignes, on avons terminé. Ok, là, nous avons terminé avec notre aside. Et forcément, si on enregistre, on a quelque chose comme ça. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on a? On va donc dupliquer notre article, ce que voici, et changer juste ces différentes valeurs. On a dit tantôt. Ok, donc on a dit c'est là qu'il va prendre sur les mobiles. Sur les mobiles, il va prendre 3. Il va prendre 3 pourquoi? Exactement. Parce que le premier, qu'est-ce qu'on a dit? Ce téléphone, il va prendre 4 colonnes. Et l'autre asset, il va prendre également 2 colonnes. Maintenant, sur l'article, pour pouvoir, on va le définir maintenant le XS.
comme on veut. On peut prendre le XS à 3 il n'y a pas de problème. Et au niveau des grands écrans, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre peut-être 6 qui prennent toute la largeur disponible, comme vous avez vu tout à l'heure. Ici, on enregistre, vous verrez très bien que. Oui, c'est sur le. Là, nous sommes remontés. Donc, oui, école 2, c'est le deuxième en fait. Aside, donc, au niveau. Oui, oui, en fait, celui qui n'entre pas sur la ligne va aller forcément. Qu'est-ce qu'on avait défini? On avait dit qu'on avait un roi. Donc, si, exactement. Donc, si celui qui ne va plus rester sur la ligne va aller directement à la ligne si les dimensions ne sont pas normales. Vous voyez? Donc, pour le prochain article, il va aller forcément à la ligne parce qu'il ne peut plus rester sur la même page. Le seul truc qu'on a, c'est que chaque dimension va respecter chaque bloc va respecter les dimensions que nous avons définies. Et comme puisqu'on a défini ça comme étant un flex, alors celui qui n'entre plus sur la ligne, on va directement faire un retour à la ligne. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, vous voyez qu'avec ça, on a essayé de construire notre système de grille sans difficulté. Vous pouvez très bien voir, on a construit cela sans difficulté. Vous voyez qu'à chaque fois, vous voyez, notre code ici peut être réutilisé, quel que soit le site que je veux construire. Je vais juste venir à chaque fois copier mon style si réutilisé. Voilà un système de grille que j'ai créé. Vous pouvez également créer un système de grille également pour les tablettes. Donc, vous dupliquez, vous changez. On appelle souvent ça les MD. Vous pouvez créer pour les tablettes. Parce que là, j'ai juste fait pour deux exemples. Pour le téléphone, les petits écrans et pour les grands écrans. Vous pouvez prendre pour les tablettes également. Vous voyez que c'est ça, c'est comme ça qu'on travaille en fait lorsqu'on va faire les responsifs. Ou bien lorsque vous allez créer vos propres sites web, peut-être les templates pour vendre, vous allez toujours avoir un style de base comme celui-ci que je vous ai montré. Donc ça peut déjà vous être utile pour vos différents projets, puisque c'est disponible sur GitHub. Donc lorsque vous allez réviser, essayez de bien voir ça en fait. Ok, donc là, si on regarde encore très bien, vous voyez que. On va fermer là. Vous voyez que le premier article va faire quoi? Le premier article fait 4 unités, comme on a défini dans le code. Le premier article, lui, fait 4 unités sur les écrans inférieurs à 720, comme on a bien précisé ici là. Les, gra- les grands écrans, c'est à partir de 720. Oui, oui, en fait, c'est une méthodologie. Oui, c'est une méthode en fait. Une méthode. C'est une méthode. D'autres ne le font pas, mais après, pour gérer le responsif, lorsque vous avez un système de grilles, ça vous facilite le travail en fait. Si vous avez un design qui se fait sur plusieurs grilles. En fait, c'est un peu comme un framework que vous créez. La première méthode, lorsqu'on veut créer une page, c'est quoi? On va juste prendre la page et essayer de construire tout simplement de A à Z sans gérer les grilles. Sachant qu'on va à chaque fois gérer le responsif de chaque colonne. Vous voyez un peu la nuance? La nuance, ça, c'est que quand vous faites ceci, pour construire vos prochaines pages, ce n'est pas compliqué. Or, une autre méthode, si je voulais par exemple créer cette même page ici, je pouvais tout simplement venir, je crée juste une row, j'applique juste mon CSS et après, il dit que pour aller à tel pourcentage, je fais telle chose. Vous voyez que il y a deux méthodes différentes. La première méthode, c'est que j'ai défini un système de grille et j'appelle juste mon système de grille. La deuxième méthode, c'est que je peux juste dire que je vais construire ça directement comme ça. Or, lorsque vous construisez directement sans utiliser le système de grille, ça fait que à chaque fois, vous allez répéter le processus. Chaque fois, vous répétez. Oh, si vous avez déjà un système de grille, c'est un peu comme un framework. Vous allez juste venir appeler les différentes classes et continuer votre travail sans problème. Et ça, on se comprend.
OK. Bon, là, on va donc continuer. Donc, j'étais en train d'expliquer quoi? J'étais en train d'expliquer que notre premier article, comme j'ai dit tantôt, prend 4 colonnes. Donc, il va prendre un XS code 4 sur les petits écrans. Et sur les grands écrans, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir deux fois ceci. Parce que sur les grands écrans, c'est ça multiplié fois 2. Puisque c'était 1224 divisé par 2. Ou alors, dorénavant, comme j'ai mis à 100%, c'est maintenant 100% divisé par 2. En fait, ça va multiplier 100% qui a été divisé par 4 pour les grands écrans. Il va multiplier ça fois 2. Et vous voyez, comme on a vu, ça lui également va prendre 2 sur les petits écrans et 4 sur les grands écrans. Donc, sans toutefois oublier que sur les grands écrans, les dimensions sont différentes. Lorsqu'on part à 4, cela il multiplie presque par 2 ou par 4. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne ici là je vais dire comment ça c'est tout ce qui concerne les médias fluides, alors autant pour moi les grilles fluides et les médias query. C'est très simple à mettre en pratique. J'espère qu'avec cet exemple ici, vous avez bien vu comment on peut faire cela. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Parce que nous avons terminé avec la partie. Oui. Ouais, en ce qui concerne le responsive, c'est pas compliqué. On a déjà vu tout ce qui concerne le responsive. Juste cibler les écrans et définir un style pour ces différents écrans-là. Et lorsqu'on est en train de construire un design, à chaque fois, il faut regarder ce qu'on appelle les breakpoints, les points de rupture pour voir est-ce qu'à à ce point, si on a un problème, il faut toujours regarder est-ce qu'à un point donné, on a un problème. Regardez, par exemple, avec ce que nous avons fait, on ne pourra pas avoir de problème sur notre design. On a déjà tout fait. Regardez, par exemple, là, on a aucun problème lorsque nous sommes en train de. Bon, je vais installer. Ouais, que lorsque je serai sur mon design, j'ai aucun problème à un moment donné. Ouais, lorsque je suis à 100%, est-ce que j'ai un problème? J'ai aucun problème. Mon contenu est bien affiché. Quel que soit le pourcentage, regardez, lorsque je suis en train de partir, je n'ai pas un problème. Parce que j'ai défini un système de grilles qui s'adapte. Ouais, mon problème, mon contenu ne sort pas de son cadre. Tout est correct. Tout est correct. Vous voyez, dès que je change le point de rupture pour le 720, dès que je m'en vais en moins de 720, le XS, le XS est appliqué, donc on est sur du mobile. Et décidé que nous sommes sur du mobile. Ça peut être que vous avez décidé que c'est sur la tablette encore. Vous voyez. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Bon, là, c'était tout en ce qui concerne la combinaison entre les médias query et les grilles fluides. Alors, on va revenir maintenant au dernier grand principe pour clôturer la partie. C'est quelques lignes. Le dernier grand principe. Quel était le dernier grand principe que nous avons défini lorsqu'on parlait de responsive design? C'était bien évidemment les médias fluides. Lorsqu'on parle de médias fluides, on fait directement référence ici là à la question des images. Donc, et ça prône quoi? Ça prône ici là, lorsqu'on parle de médias fluides, on prône l'utilisation en fait, l'utilisation des images avec les pourcentages, quoi, le dimensionnement des images avec les pourcentages. Donc, par exemple, on va définir les images, par exemple, avec les max width, les max width ou alors les min width. Au départ, je vous avais montré cela. Donc, si je reviens peut-être à mon CSS, lorsqu'on a par exemple l'image, on va faire là un IMG, on dit que on va peut-être définir nos images. Donc, par défaut, on va dire quoi? Toutes nos images vont prendre une max width. On va définir une max width, par exemple, pour toutes nos images. En pourcentage, bien évidemment, parce que si vous définissez en pixels, ça risque d'être catastrophique. Imaginez que vous êtes sur un grand écran et vous définissez l'image à 10 pixels, croyant que vous êtes sur un petit écran. Donc, du coup, il y a un dérangement qui se produit. Donc là, on peut définir que toutes nos images vont prendre leur taille maximale qui sera de 100 pixels. Vous voyez que c'est simple, c'est aussi simple que ça.
Mais ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que on aura un problème avec les vieux navigateurs, tout comme votre problème que vous avez eu peut-être avec votre, vite ça comment, vous avez eu un problème avec les transformations ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a certains navigateurs que oui, oui, mm, oui, en fait, le problème, c'est que c'est un problème de compatibilité, en fait. C'est un problème de compatibilité des navigateurs. Parce que les navigateurs ne sont pas toujours en règle avec ce qui sort. Parce qu'il y a le comité qui se charge de faire des mises à jour du langage. Et maintenant, puisque le comité qui gère le langage, ou alors ceux qui gèrent le langage, ce n'est pas eux qui gèrent les navigateurs. Lorsqu'ils mettent en place des nouvelles règles CSS, il faudrait bien que les entreprises qui conçoivent les navigateurs puissent intégrer cela dans leur navigateur. Or, lorsqu'ils tardent, ça fait que les développeurs ne peuvent pas utiliser en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que souvent vous allez voir dans certains navigateurs, certaines choses ne marchent pas. C'est parce qu'on n'a pas encore mis cela en exécution. Du coup, le plus souvent, on demande d'utiliser les préfixes souvent. Oui, si ça ne marche pas, ça veut dire que c'est pas pris en compte. Et il faut aussi regarder si vous avez bien utilisé la syntaxe des préfixes aussi. Oui, oui, exactement. Ok, donc je vais essayer de montrer un petit exemple où on peut utiliser les images avec les max width, ou bien tout simplement les dimensionnements avec les max width. Donc, par exemple, le plus souvent, lorsqu'on veut utiliser les max width, on va faire quoi? On va cibler cela, ou bien on va lister directement toutes les zones de notre page où on veut utiliser cette balise ici. Par exemple, si je veux utiliser cela, je suppose que peut-être dans ma page, j'ai un main, j'ai un footer, j'ai une partie qui va présenter les articles. Qu'est-ce que je peux vouloir faire? Je peux vouloir peut-être dire que toutes ces parties-là vont prendre 100% de leur largeur. Qu'est-ce que je fais? Je liste tous ces blocs-là, par exemple. Je suppose, par exemple, que dans mon fichier HTML, j'ai une classe.main. Donc, j'ai quoi? J'ai une classe.main qui contient, par exemple, là, une image. Donc, je vais cibler l'image qui se trouve dans le main, dit qu'il va prendre donc 100%. Par la suite, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir également un footer que j'ai défini. Mais je veux que ce footer prenne 100% de la largeur. Vous vous rappelez très bien, souvent les footers, si vous, si vous utilisez les colonnes, ça va prendre tout simplement une petite partie. Mais si je veux que cette petite partie-là prenne toute la largeur de l'écran, je force le max width à 100% également. Également, si nous sommes toujours dans une page de bloc, donc si je cible mon footer, il peut cibler également quoi dans mon footer, il peut cibler un autre élément dans le footer. Dans le footer. Regardez souvent dans les sites web de blocs, les derniers articles le sont le plus souvent placés en bas de l'article courant. Ils prennent toute la largeur. Donc, je peux cibler tous les derniers articles dans mon footer et je leur donne une largeur de 100%. Vous dites quoi? Vous dites qu'ils vont prendre toute la largeur disponible. Donc là, je vais essayer de construire cette page avec ce que je viens de donner ici. Donc, j'ai essayé de cibler l'image qui est dans mon main et les derniers articles qui seront dans un footer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de faire quoi? C'est d'essayer de construire notre article et de voir comment il va se présenter. Donc, ce qu'on fait, on peut venir là, tout simplement, on vient sur... bon, je n'ai pas d'image ici. Bon, on va essayer de trouver d'abord une simple image. On va prendre que l'image. On va prendre un réveil de chambre. Pour vite se réveiller. On va faire ça rapidement.
On peut prendre ça. Ok, j'ai téléchargé mon réveil. Dans ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans ma page, par exemple. On revient dans le HTML. Qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple ici, dans notre premier article qu'on avait, qu'est-ce qu'on va faire par exemple? On va revenir à notre premier article, on va définir, après le titre, on va mettre une image. Vous savez qu'après les articles, le plus souvent, on a des images. On va faire IMG. On appelle notre image dans un dossier IMG. J'espère bien, j'ai mis dans le même dossier. Ah, oui, c'est plutôt à l'extérieur. On va sortir d'abord. IMG slash réveil.jpg. Bon, en alt, on peut mettre quoi? Mais je réveil. Et on a terminé. On a dit que notre image va prendre 100% de la largeur disponible. Voyons voir ce qui va se passer, se produire. Voilà, il ne s'affiche pas. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? MG. SSC égale IMG slash réveil.jpg. Il y a quel problème ici encore? Bon, ce que je vais faire, il y a un problème d'interprétation de l'image. Ah oui. Bon, c'est comme si mon interpréteur qui ne prend pas en compte l'image. Bon, dans tous les cas, on va continuer. Donc, si j'ai mis mon image là, bon, avec cet exemple ici, on ne va pas très bien voir parce que je n'ai pas encore défini la classe. Il faudrait que je sois dans un main. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ceci. Je vais dupliquer ceci et aller le remettre à un autre endroit. Là, je vais dupliquer. Je vais prendre juste cette colonne-ci, cet article-ci. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais créer une nouvelle ligne. Alors, si on veut créer une nouvelle ligne, qu'est-ce qu'on fait? On appelle notre conteneur. Div.container. Voilà, normalement, le plus souvent, on va créer des rows. Mais moi, j'ai mis un conteneur. Définir d'abord un conteneur. Et dans un conteneur, le plus souvent, on crée un row maintenant. Si vous vous rappelez bien, vous avez montré cela dans les précédents cours. Donc, moi, j'ai plutôt défini un conteneur pour cet exemple-ci. Donc, à l'intérieur, je mets mon élément. Je vais créer un article qui va prendre, un call. Sur les petits écrans, il va prendre 4 également. Et sur les grands écrans, il va prendre 10. Il va prendre 10 sur les grands écrans. Sans problème. Donc, si on s'en va ici, actualiser, je n'aime pas modifier. Ok, vous voyez, j'ai pas modifié. J'ai modifié. Tout est correct. Non, ça n'a pas agrandi le bloc. Regardez très bien ce que j'ai fait. Je ne suis plus sur le premier. Le premier était 4. Là mais présentement, sur mon conteneur, j'ai mis à combien? J'ai mis à 10. J'ai mis à 10 ici.
Mais maintenant, bon, mon image n'est pas assez grande. Parce qu'à 10, là, à 10, c'est assez grand. À 10, là, puisque mon écran est presque à 2000 quelque chose de pixels. Donc, du coup, quand il met à 100%, il ne peut pas prendre toute la largeur, puisque je n'ai pas forcé. On peut forcer que ça prenne toute la largeur. Mais là, actuellement, je n'ai pas forcé. Donc, du coup, ça ne peut pas prendre toute la largeur. Donc, si vous regardez très bien, mon écran est assez, je suis à 100%, il est assez grand. Oui, ça va jusqu'à 1000 quelque chose. Alors, mon image n'est pas. Sur 10 colonnes, mon image ne peut pas s'afficher parce que c'est. Vous voyez que mon image n'est pas grande. Donc, si on prenait une image plus grande, ça pouvait aller. Mais bon, on va faire avec. Ok, il tentait d'expliquer pourquoi ça prenait 10 colonnes. Puisque vous tentez de demander pourquoi que ça a élargi la casse. Mais non, ça a pris juste sa largeur disponible en fait. Donc, normalement, il devait prendre 100% de la largeur. Bon, là, je n'ai même pas encore défini. J'ai juste mis l'image. Mais étant donné que j'ai. Je crois que j'ai pas encore effacé. Dans le CSS, j'avais mis tout à l'heure que les IMG prennent 100%. Bon, alors il n'a pas encore exécuté cela. Donc, on va donc essayer de voir comment on va pouvoir gérer les médias, puisque nous sommes sur la partie des médias fluides. Donc là, c'est juste un exemple que je tente de mettre d'abord pour qu'on puisse voir comment on peut gérer cela. Voilà, j'ai défini juste une image et dans mon site, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc dit quoi? À chaque fois que j'aurai une image dans un main ou un foot ou alors j'aurai d'autres éléments. J'ai fait une liste là qui va donner une taille maximale qui sera de 100% par défaut. Donc, c'est la première chose que je définis. Alors, une fois que ces images sont définies, vous avez vu très bien que lorsque j'ai appelé l'image, bon, l'image ne prend pas tout la largeur disponible. Il s'affiche juste sur une partie. Parce que ma colonne prend combien? Elle prend 10 sur les 14. Les 14, donc c'est ma deuxième colonne, ma deuxième grille. Elle prend 10 sur les 14. On va voir comment on va gérer cela. Et pour gérer cela, tout comme nous avons déjà défini le CSS, il suffit juste d'appeler le CSS dessus pour que ça prenne directement 100% de la largeur. Donc, si je viens tout simplement dire ici, par exemple, ouais, je peux dire par exemple, même, je peux prendre directement les IMG. Si je cible les IMG, normalement, je dois avoir l'effet escompté. Mais là, ça ne peut pas se produire parce que déjà, forcément, mon image dépasse déjà la largeur du conteneur. Donc, ça ne va pas aller. Bon, c'est vrai que l'image que j'ai prise est un peu petite pour pouvoir expliquer ça. Essayons de voir un peu le responsif avec ce que nous avons mis. Vous voyez que ce petit écran, il ne sort pas de son contexte. Et voyons, bon là, IMG, on descend le IMG, et on actualise. C'est presque ça. Il y a que les- En fait, pour vous montrer comment il prend 100% de la largeur quand la largeur disponible, en fait. Vous voyez que en fait, l'image est correcte jusqu'à ce niveau. Si l'image était correcte jusqu'ici là, ça devait prendre toute la largeur, en fait. Mon image n'est pas assez grande. Raison pour laquelle ça ne prend pas toute la largeur ici. Donc, le but, c'est de vous faire voir comment ça prend 100% de la largeur. Vous avez vu sur les petits écrans, ça a pris bien évidemment 100%. Et à un certain niveau, ça ne prend pas 100%. Donc, c'est ce que je veux essayer de montrer. Donc, si on souhaite par exemple que l'image ne prenne pas toute la largeur sur un type, sur un breakpoint précis, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Oui, bon, forcément, puisqu'en HTML, il y a certaines balises, donc on peut juste l'encercler avec une autre balise et lui donner certaines contraintes à son conteneur, donc ça marche. Notamment la balise, vous rappelez de la balise Figo. On peut également utiliser la balise Figo pour pouvoir gérer cela.
Donc, imaginons par exemple si on encadre notre élément avec la balise Figo. Et maintenant, on essaie de styler cette balise-là. Donc, ça sera très simple. Je viens juste dans mon fichier. Par exemple, là, voici mon image. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous vous rappelez très bien de ce qui faisait la balise Figo? C'est une balise qu'on utilisait sur les images. Exactement. Donc là, par exemple, je vais définir une classe que je vais pouvoir pour styler mon élément. Bon, qu'est-ce que je peux mettre comme nom? Bon, on peut mettre Figo 1. Figo 1-1. Si on définit en fait, quels sont les éléments qu'on peut définir pour forcer peut-être certaines marches? On peut définir la margin. On peut définir quoi? La width. On peut définir la width pour pouvoir forcer une certaine dimension. Pour pouvoir faire peut-être que notre image flotte. Ça, ce sont juste des techniques que je vais vous montrer pour gérer le responsive avec les médias free. C'est cette technique-là qu'on utilise le plus souvent. Donc, on peut définir juste un titre comme ça. Donc, on peut dire figure 1. Après, il peut donner encore quoi comme classe. Il peut déclarer par exemple une classe MP pour les marges, pour forcer une certaine marge. Et W peut-être pour les width. Width 40. Pour dire qu'il veut définir peut-être un width de 40. Alors, vous allez voir dans les frameworks, tout ce que j'ai en train de nommer là, c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans les frameworks. Dans les frameworks, par exemple, on dit pas, on veut définir une width de 10%. Vous allez voir, on va mettre W10. On veut définir une width de 40%. On va mettre W40. On va aller styler. Lorsqu'on va faire peut-être W40, point W40, on va définir sur la width à 40. Même chose pour le float. Là, par exemple, je vais faire flotter. Et je vais faire un float 1. Et je fais F. Bon, c'est vrai que il peut mettre un FL. FL1 pour dire qu'il veut faire un float de 1. Et ça, on se comprend. Même chose pour le MP, c'est un margin que je vais définir. Je mets M. Dans certains formes, ils vont mettre M0 pour dire quoi, la marge est à 0, M1 marge à 1, M2 marge à 3, ML pour dire margin left, MR pour dire margin right. Bon, ça dépend de vous. Et c'est toujours comme ça qu'on le fait en fait lorsqu'on définit responsive. Parce que vos différentes tailles, par exemple, vont défendre le périphérique sur lequel vous êtes, la taille du périphérique sur lequel vous vous trouvez par moment. Donc là, par exemple, bon, supposons que j'ai défini ceci comme ça. Donc j'aurai un float, j'aurai un margin, j'aurai un width pour ma figure. Parce que je vais imposer certaines tailles à mon image. Qu'est-ce que je vais donc faire dans mon style? Tout simplement, je vais juste faire appel à ces différents éléments-là. Je peux juste copier pour gagner en temps. Alors, si je copie, je vais donc styler chacun de ces éléments. Puisque ce sont des classes, on va toujours mettre des points, points et des points. Et on va à la ligne. Ça, c'est tout simplement pour le float. On va faire un float de l'image pour qu'il s'incorpore ici là dans notre texte. On va faire un float left. Vous voyez très bien qu'on les balises de float, c'est pas parce qu'on a fait les systèmes de les grids et les flexbox que vous allez oublier les floats. Les floats sont toujours utilisés quelque part. Lorsque vous voulez faire le flottement. Donc, parce que vous m'avez posé une question une fois que pourquoi utiliser encore le float si il y a les grids et les flexbox. Je vous réponds aujourd'hui. Vous dites que c'est pas parce que ça existe qu'on ne peut plus les utiliser. J'espère qu'on se comprend. Donc là, par exemple, lorsque je vais faire appel, par exemple, à margin, on va définir une margin, une marge personnalisée, c'est pour ça que j'ai mis ma MP. On va mettre 0, 0, par exemple, 5 M. En haut, on va mettre 0, à droite 0,5. En bas, on va mettre également 0,5. Bon, je pourrais mettre un raccourci. À gauche, 0. Bon, je pense que c'est correct. Là,
OK, nous sommes sur notre dernier la dernière classe, c'était juste pour définir une width. Parce qu'on a dit qu'on veut diminuer, on veut forcer que la taille puisse être diminuée. Donc quand on va le faire flotter, on diminue sa taille. On peut prendre la taille peut-être à 40 de la largeur de son conteneur. On va prendre la width égale 40. Ah oui, 0,5. Il voulait mettre demi pour ne pas avoir une grosse taille, quoi. Donc là, nous avons défini, s'il n'y a pas d'erreur, on peut actualiser là. Vous voyez que notre image, bon, le test est assez petit, bon, on va faire avec. Euh, vous voyez, notre image flotte. Vous voyez qu'à un certain moment, puis de retirer toute l'image, on le fait flotter plutôt. Vous voyez un peu. C'est ce qui se passe souvent dans les blogs. Vous allez voir, l'image est à gauche et le test est à droite. Mais lorsqu'on est en train d'aller sur les petits écrans, on a diminué la taille de l'image. C'est ce qui se passe en fait. On a diminué la taille de l'image lorsqu'on est en train d'aller sur un écran de taille petite. Et l'image te flotte dorénavant pour laisser la place au texte. C'est ce qui se passe en fait ici. Vous voyez que c'est le responsive design en utilisant les médias fluides. On diminue la taille de l'image pour laisser la place au texte. On le fait flotter. Ça, c'est une autre technique de responsive design. Sur grand écran, il n'y aura pas de problème parce que le texte n'est pas assez vaste. Bon, si on peut dupliquer le texte, attendez voir. On va aller un peu augmenter notre texte. Bon, étant donné qu'il y a assez d'espace, ça ne va pas trop déranger. Oh là là, c'est assez vaste, hein. Vous voyez? Même sur grand écran, il y a pas, il y a pas, c'est le même principe qu'on est en train d'appliquer en fait. Et maintenant, là, c'est sur grand écran. Mais maintenant, on peut changer cela. Donc, regardez, par exemple, on a dit que la vif c'est 40%. Mais maintenant, on peut forcer une taille par défaut. Ou dire que la min width, donc le minimum en fait, où il commence à s'appliquer. Alors, tout comme nous avons fait dans les précédents cours, pour forcer une taille minimum, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la min width. On peut dire donc que la taille minimum de notre image sera de quoi? Si on veut forcer, on va définir une taille peut-être 180. On dit que la taille minimum d'affichage de notre image sera de 180 pour forcer. Donc l'objectif des griffes, oui, c'est de forcer quelque chose en fait. Donc de redimensionner une image pour qu'elle s'adapte en fonction de notre écran ou alors en fonction de ce que nous voulons. Si on force, on va voir qu'à une certaine dimension, l'image ne va pas changer parce qu'on a forcé une certaine taille. Ouais, à une certaine dimension, elle cale à 180. Parce qu'on a dit que la taille minimum est de 180 pixels. La taille, notre bloc en fait, notre bloc Figo. Comme nous avons défini ici. En plus, c'est ici que ça s'applique en fait avec la taille qu'on a définie à W40. Il prend width à 40% et min high width à 180 pixels. J'espère que jusqu'ici là c'est clair pour vous. Donc, ça c'est le principe en fait des médias fluides. Et en fait, un dernier élément qu'on peut encore voir, c'est les fonds en plein écran fluide. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser les fonds en plein écran dans vos exercices? Est-ce que vous avez déjà essayé d'utiliser un fond plein écran dans les exercices que vous avez donné en fait?
Il dit, est-ce que vous avez déjà essayé d'utiliser un fond plein écran? Un fond. Lorsqu'on entend, oui, un fond d'écran, un fond plein écran. Alors, est-ce que vous avez géré peut-être, vous avez essayé de voir un peu, est-ce que c'est responsive? Est-ce que lorsque vous réduisez l'image, elle est réduite? Est-ce que vous avez essayé de jeter un coup d'œil sur tout ça pour voir si ça se produit? Oui, en fait, pour pouvoir faire un fond plein écran, bon, bien évidemment, on va toujours utiliser cela, la balise, oh, autant pour moi, on va utiliser cela, la propriété background size. Vous vous rappelez bien des background size. Alors, voilà, cover. On va toujours utiliser avec la valeur cover. La valeur cover va permettre que l'image puisse prendre toute la largeur de notre écran. Donc, c'est la même chose ici là. Donc, si on utilise une image assez grande, par exemple, on va aller par exemple sur notre body. Essayons un peu d'aller modifier le fond du body pour qu'on puisse voir un peu comment ça va se passer. On va rentrer sur notre style généraux. Au niveau des styles généraux, on va modifier le body. On va dire dorénavant que notre body va prendre comme fond. On va définir un background. Oups. Donc, si on définit un background, on va mettre la URL. On fait appel à notre image. Donc, on va sortir d'abord .slash. On va dans image. Je crois que j'ai une image là de fond, oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On applique directement tous nos différentes propriétés. Donc, on commence par le haut. Center. Le centre. On ne répète pas. Même si ça veut dire quoi? S'il n'y a pas d'espace, si l'image n'est pas assez grande, on ne va pas le répéter. On fait non repeat. Et l'image sera fixe. Bon, j'espère que vous vous rappelez très bien toutes ces propriétés. Oh là là, je suis sorti. Donc là, j'ai ici à top. Et ici de suite. Center, no repeat et fixe. Alors, et je précise bien évidemment ce qu'on appelle la background. Pour que mon image prenne toute la largeur. On prend la background size et on va donner la valeur cover. Donc, on va prendre tout l'écran en fait. Specify the size of the background image. En cover. Donc, si je m'en vais actualiser, normalement, j'aurai un changement. Voilà. Ah oui, il y a le vert que nous avons défini. Le vert, où est-ce qu'il se trouve? On va essayer d'annuler le vert. Mais normalement, ça devrait dominer. Ah non, le conteneur au-dessus. Ok. Où est-ce qu'il y a encore du vert? Ok, vous voyez. Alors, regardez ce qui se passe si je ne mets pas le cover. Voilà, on va pas trop voir l'exemple parce que l'image est assez grande. Mon image est assez grande, donc du coup, il n'y a pas trop de changement. On ne peut pas voir. Parce que si vous ne mettez pas le cover et que l'image est petite, l'image va aller juste se centrer au milieu avec tout ce que nous avons dit ici là. Alors, essayons de. Ah oui, c'est aussi ça également, oui, on pouvait zoomer. Bon, puisque j'ai forcé à fixe, donc on n'aura pas trop de changement parce que l'image est fixe. Il n'y a pas de repeat. Donc ça, en fait, ça, ce sont des règles qu'on utilise le plus souvent. Donc, là, par exemple, qu'est-ce que nous avons fait? On utilise la propriété background.
avec background style d'un côté, en raccourci à celui du background. Vous vous rappelez très bien, lorsqu'on voulait définir background, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait l'URL, c'est-à-dire quoi, le chemin d'accès, que ce soit relatif ou absolu à notre image. On précisait la position, où est-ce qu'on veut positionner notre image. Est-ce qu'on veut répéter notre image? La position, c'est la position en fait. Top center pour dire que l'image va commencer en haut, il sera centré. No repeat pour dire qu'on ne veut pas répéter l'image. Par exemple, si on a une image qui est petite, le plus souvent on peut répéter l'image sur toute la largeur disponible. Non, mais là, on ne veut pas répéter notre image. Et comment on va attacher notre image? On veut que notre image soit fixe. On ne doit pas essayer avoir un effet qui bouge en fait. Parce que normalement, si vous êtes souvent dans des pages, lorsque le contenu, regardez ce qui se passe ici. Mon image ne bouge pas. Parce que j'ai fait une attache fixe. Or, si ce n'est pas fixe, lorsque je vais descendre là, mon image va bouger avec mon texte. Est-ce qu'on se comprend? Là, mon image reste fixe. Lorsque je suis dans la page et que je défile. C'est l'attachment. Vous vous rappelez bien de la propriété attachment de CSS. Donc là, comme j'ai mis tantôt, qu'est-ce qu'on a dit? On peut utiliser directement le cover sur la même ligne. En raccourci directement à background, c'est possible. Donc, tout comme on a fait top center ici, top center, directement à côté, on peut directement mettre un slash et mettre cover, si on veut. Mais bon, le plus souvent, c'est souvent bien de les différencier. Mais c'est possible de mettre également sur la même ligne. Et tout à l'heure, vous avez vu que mon wrap avait une couleur verte. Donc, ce que j'ai fait, c'est aller retirer la couleur verte pour que ça s'applique mon conteneur. Parce que mon conteneur, puisque ça avait déjà une couleur verte, ça devait dominer, puisque le conteneur était au-dessus du body. Donc, du coup, il fallait que j'enlève pour que ça puisse être appliqué. Vous avez très bien vu, c'était ça. Donc là, le résultat, c'est comme vous avez vu, il n'y a pas de. C'est les médias fuites. C'est un autre principe pour respecter les médias fuites, en fait. Donc, il n'y a pas de difficulté dessus. Donc, ce sont que des choses très faciles. Donc, c'était tout ici en ce qui concerne le responsive design. En ce qui concerne, premièrement, les grilles fluides, nous avons fait en première partie. Les médias query et les médias fluides. Les médias fluides, c'est assez facile, hein. C'est juste de manipuler le background avec le cover, centrer, le fixer. Pouvoir gérer tout cela. Parce que si vous ne faites pas un cover, là, par exemple, lorsqu'on sera peut-être sur des écrans assez petits ou bien assez grands, l'image pourra se déplacer et ça ne va pas produire un bon effet. Donc, nous avons vu trois grands principes en ce qui concerne le responsive design, que ce soit les grilles fluides, les médias query et les médias fluides. Donc, ça, c'est les grands principes qu'on utilise. Et dans les exercices que je vous ai donnés, vous allez voir, à chaque fois, vous allez utiliser tous ces principes-là. Et après, vous allez voir comment on peut les combiner. Donc, les exercices que vous ai donnés vont traiter de tout cela. Donc, ça, c'était tout. Donc, ce qu'il faut donc retenir, c'est que si on veut conclure en fait cette grande partie, c'est que le responsive design, encore appelé web adaptatif, j'espère que vous avez parlé de ça. On parle encore de responsive design ou bien alors web adaptatif.